Donc, on va commencer notre étude d'aujourd'hui. Je vous invite à la prière, chers amis. Cher Maître Jésus, notre plus grand ami, nous débutons, Seigneur, ensemble cette rencontre d'apprentissage. Nous aimerions, Seigneur, demander votre bénédiction, que nous puissions, Maître, recevoir la paix, la joie, l'espoir. Que votre lumière, Seigneur, puisse nous envelopper. Que votre amour, Maître, puisse remplir nos âmes, notre cœur. Merci, Seigneur, de l'opportunité d'apprendre sur la vie spirituelle, d'apprendre sur nous-mêmes, d'apprendre, Seigneur, à vivre dans ce monde plein de luttes, de difficultés. Que nous puissions, Seigneur, recevoir dans ces moments la présence de nos amis spirituels. Qu'ils puissent nous envelopper d'amour, de tendresse. Que nous puissions, Maître, recevoir les intuitions. Et que l'apprentissage d'aujourd'hui puisse rester avec nous. Nous puissions profiter de cet apprentissage pour améliorer nous-mêmes et garder les pas dans la bonne direction. Restez, Seigneur, cher bienfaiteur, toujours avec nous. Qu'ainsi soit-il. Bonjour, chers amis. Bonjour à toutes et toutes. Merci de votre présence. Je partage aujourd'hui, on donne séquence à notre étude de la semaine passée sur les corps spirituels. Donc, on va faire une petite lecture du texte d'aujourd'hui. Pas tout. Donc, on va aller doucement. Oui. Est-ce qu'on commence? On commence ici au Donc, on va premier. commencer ici. Donc, les corps spirituels, tous les phénomènes de la vie qui s'y présentent au regard de la science humaine et alimentent son étude sont ceux de l'assimilation et de la désassimilation. Toutefois, ceux qui frappent plus particulièrement la perception de l'homme ne sont pas les phénomènes de l'activité vitale elle-même, incarnée dans les synthèses organiques assimilatrices, mais bien les phénomènes de la mort. L'extinction des cellules qui constituent les supports de toutes les manifestations de l'organisme est un axiome de la physiologie. Et c'est généralement par l'observation de ces processus destructeurs que vous ne parvenez à concevoir qu'une idée partielle de la vie. Lorsqu'une action s'accomplit chez l'homme ou chez les animaux, elle entraîne la disparition d'un certain pourcentage des substances qui composent l'économie vitale. Lorsque la sensibilité s'extériorise et que les pensées s'y manifestent, les nerfs s'y consument et le cerveau s'use dans l'exercice de ses fonctions. La vie corporelle est véritablement l'expression même de la mort, à travers laquelle vous effectuez vos observations et vos études. Dans les limites étroites de vos sens, vous ne disposez que d'éléments permettant de constater la perte d'énergie, la lutte pour la vie et les conflits qui s'établissent afin que les êtres puissent s'y maintenir dans leur propre milieu. La vie
dans ces causes, excuse-moi, la vie dans ces causes les plus profondes échappe à vos scalpels et seule embryogénie observe dans la pénombre et le silence une infime fraction du phénomène assimilateur des créations organiques. Selon les données de votre physiologie, la cellule primitive est commune à tous les êtres vertébrés et l'embryologiste demeure émerveillé devant la loi organogénétique qui établit les principes directeurs du développement fœtal depuis l'union du spermatozoïde et de l'ovule, en spécifiant les éléments amorphes du photoplasme, Proto. du protoplasme. Dans le domaine de la vie, ces principes directeurs demeurent cependant jusqu'à ce jour inaccessibles à vos procédés d'investigation et d'analyse, car ce dessin invisible n'est subordonné à aucune détermination physico-chimique, mais uniquement au corps spirituel préexistant, dans les moules duquel s'accomplissent toutes les actions plastiques de l'organisation et sous l'influence duquel se réalisent les phénomènes endosmotiques. Organisme fluidique caractérisé par ces éléments immuables, il est l'assimilateur des forces protoplasmiques et garant de l'agglutination moléculaire qui organise les configurations typiques de chaque espèce. Il s'incorpore atome par atome à la matière du germe en la dirigeant selon la nature propre. Eh bien, merci beaucoup, Giovanna. Merci à tous. Nous avons un texte qui est assez ancien, disons, parce que ça vient des années 30. Et Chico, dans son humilité, l'a donné à un médecin qui l'a gardé, il l'a publié plus tard, parce qu'en étant un médium et un homme très simple, euh, il s'était dit c'est un texte scientifique, donc il l'a passé à quelqu'un capable de l'analyser. En fait, ce qu'on voit dans ces textes sont des choses assez, assez importantes et qui méritent notre étude, en fait. Il y a là-dedans des connaissances que nous avons en partie déjà travaillées, mais il y a des choses très intéressantes aussi qui méritent qu'on les approfondisse. Euh, Quand on analyse la vie, ce qu'on voit, c'est souvent quelque chose qui n'est pas accessible, la médecine, la biologie. Très souvent, la science en général n'ont pas les moyens de définir la vie. Cependant, Emmanuel va nous dire, on est capable d'analyser les processus d'assimilation et des pertes qui ont subi au cours des phénomènes de la vie. Ça veut dire des mouvements, de la pensée. Tant qu'on est vivant, on est en train de dépenser de l'énergie. En fait, il y a même des calculs qui ont été faits quand on étudie les dépenses caloriques que nous faisons tout au long d'une journée. Nous savons que même pour euh, lever les mains, mouvoir les doigts, faire les bouger la face, et peu importe, dormir, sont des activités. Toutes les activités d'un corps humain consomment de l'énergie. Et c'est ce qu'Emmanuel nous dit dans son texte. On constate ça. On voit qu'on a en permanence l'assimilation et les pertes de vitalité. Avec le temps, on vieillit,
hein. On constate qu'il y a une perte de cette vitalité et nous ne comprenons pas beaucoup pourquoi. Qu'est-ce qui s'y passe? Où est-ce que s'y trouve cette vitalité? Et à ceux qui commencent à regarder cette étude à partir d'ici, nous rappelons que la semaine passée, nous avons fait un tour sur l'étude du principe vital qu'on trouve dans les livres des esprits. Et aujourd'hui, on va amener ces principes vitaux à sa place. Où est-ce qu'il s'y trouve? Donc, Emmanuel va dire dans son texte, si on les replace rapidement, mettons ici à la fin, il va dire dans les domaines de la vie, ces principes directeurs demeurent cependant jusqu'à ce jour inaccessibles à vos procédés d'investigation et d'analyse, car ce dessein invisible n'est subordonné à aucune détermination physico-chimique, mais uniquement au dessein, au corps et spirituel préexistant, dans les mules duquel s'accomplissent toutes les actions plastiques de l'organisation et sous influence duquel se réalisent les phénomènes endosmotiques. Donc, il nous dit ici euh, qu'en fait, on a la médecine et la science n'est pas capable de déterminer c'est quoi qui guide la formation de la vie. C'est quoi qui guide la formation d'un corps. On peut emmagasiner, mettre ensemble des cellules dans un labo et... oui, s'il te plaît. Et cela ne donne pas la vie. La jonction des cellules, ça ne donne pas la vie. Donc, on a déjà essayé de faire ça dans des labos. Il y a quelque chose qui guide le processus. Cette matrice invisible, elle est soupçonnée par la science. On verra qu'il y a des travaux, quelques-uns on a déjà cités ici, comme c'est des Saxton Burr, euh, Sheldrake, hein, sont Mario Beauregard et d'autres, et soupçonnent, et ils sont même en train de travailler avec l'hypothèse d'un corps qui est les moules qui va modéliser, qui va guider la formation du corps physique. Euh, Cependant, dans les questionnements qu'Allan Kardec a fait dans les livres des esprits, on s'est dit, mais la matière, c'est la même partout. Une table, un arbre, c'est quoi qui distingue cette chose qu'on appelle la vie? D'où vient ça? Et dans l'étude que nous avons fait la semaine passée, il nous avait dit, les fluides vitaux, c'est un genre de fluide électromagnétique animalisé. C'est une différenciation de la matière de base, du fluide cosmique universel. Et nous avons un moment dans lequel, malheureusement pour l'instant, on n'est pas capable de le préciser, la matière se structure d'une telle manière qu'elle est capable de s'y attacher et d'être connectée à ces fluides vitaux. Dans l'étude que nous allons faire doucement, euh, item par item, nous verrons que, en fait, ces corps et spirituels dont parle Emmanuel, que nous appelons les périsprits, est en fait encore divisé lui-même dans des sous-corps, disons comme ça, des parties, et une de ces parties va nous intéresser particulièrement aujourd'hui. Hein, nous avons, mettons, si on peut imager ça rapidement et d'une manière très simple, ça serait quelque chose comme ça. Ok? Donc, nous avons ici, on peut lire. En conclusion, les informations déjà disponibles assurent l'existence d'un champ énergétique plus dense qui sert de liaison
entre les structures périspiritiques et somatiques, s'y interpénétrant avec les deux. Ces champs, appelés doubles au corps éthérique, est le grand agglomérateur d'énergie vitale et soutient les corps physiques sous l'influx des forces provenant du corps et spirituel, montrant d'innombrables points d'où émane l'énergie vitale, qui par sa qualité est plus détectable que l'énergie périspiritique, force motrice à proprement parler. Donc ça, c'est un texte du docteur Zalmino Zimmermann dans le livre Périsprit. Et on a ici, on peut imaginer d'une manière très simple, on a les corps et spirituels, ce qu'on appelons les périsprits, et les corps physiques. Donc, normalement, dans le spiritisme, on dit on a corps physique, périsprit, esprit. Mais nous savons que le périsprit est en fait un composé, hein, Allan Kardec l'a simplifié parce qu'on sait que ce qu'on appelle, nous appelons le périsprit est aussi les corps mentaux, les doubles éthériques, etc. Il y a d'autres corps là-dedans. Donc, le périsprit est un ensemble de C'est un corps. ensemble de corps, exactement. Et parmi ces corps, celui qui va nous intéresser quand on parle du phénomène de la vie, de la vitalité, de la source des vies, c'est ce qu'on appelle les doubles éthériques, les corps éthériques, qui est un intermédiaire entre les corps physiques et les autres corps spirituels. Il y a ses caractéristiques, il y a ses fonctions. On verra qu'il y a des fonctions qui vont toucher à la santé, aux maladies, à la longévité, à la médiumnité, à la production d'ectoplasme. Enfin, c'est un corps qui a des particularités que nous allons étudier un petit peu. Cela en fait est soupçonné par la science. On a les corps spirituels en tant que tel est soupçonné par la science. Mais le double éthérique est un cas particulier, en fait, parce qu'il dit ici, hein, il est les grands agglomérateurs d'énergie vitale et soutient les corps physiques sous l'influx des forces qui proviennent du périsprit et de l'esprit. Donc, il est plus dense, donc plus facile à détecter. On verra que sa formation a un sens très, mettons ici, si on continue notre étude, Giovanna va nous lire sur la formation de ces doubles éthériques. Dès les premiers instants de la réincarnation, le périsprit du réincarnant, comme on le sait, sert de support à l'embryon qui se développe en grande partie grâce aux ressources issues de la réserve d'énergie vitale de la mère. À mesure que la structure corporelle en formation se développe et se perfectionne physiologiquement, sous l'impulsion automatique du périsprit du réincarnant, des contingents d'énergie vitale ou bioénergie, également qualifiés de principes vitaux, résultat de l'action du corps spirituel sur les éléments physiques, Emmanuel qui nous dit ça, sont non seulement canalisés pour la consolidation du nouvel organisme, mais sont agglomérés dans une autre structure qui servira de véritable réservoir de vitalité nécessaire pendant la vie physique au remplacement des énergies dépensées ou perdues. C'est ce qu'on appelle des doubles éthériques. Donc, regardons très attentivement. Première chose, nous avons
dès les premiers instants de la réincarnation, les périsprits du réincarnat, de l'esprit qui va réincarner, il, y- il va servir comme la matrice qui va former les corps, qui va guider. C'est un champ électro mentaux pour mind, magnétique, qui va guider les processus de développement de l'embryon. Et il y va puiser l'énergie qu'il a besoin dans la réserve d'énergie vitale de la mère. Mais, à un moment donné, il va se déconnecter de sa maman. Et il a besoin d'un système d'énergie qui fonctionne par lui-même. Donc, on ne peut pas rester connecté à notre maman toute la vie. Donc, qu'est-ce qu'il fait dans ces processus? À mesure que la structure corporelle en formation se développe, et ces mêmes mécanismes de périsprit de réincarnat, il va élaborer un corps qui est le corps éthérique, qui va servir comme une mini-usine de absorption, distribution, utilisation et gestion de l'énergie qu'il aura besoin pour sa vie physique. Donc, euh, c'est là qui vient la question, c'est qui vient en premier, les œufs ou la poule? Et là, on ne sait pas. Tout ce qu'on sait est qu'il y a déjà un mécanisme en place. Notre système périspirituel est capable de s'y attacher à l'embryon, commencer à le développer selon ses caractéristiques magnétiques. C'est là qu'on aura des différenciations qui sont propres à chaque individu. Si le périsprit a déjà une blessure quelconque, elle va se transférer à les corps physiques parce que les molécules vont se développer selon les structures de périsprit. Si la personne va avoir besoin d'une longue durée de vie, il va élaborer un corps éthérique qui va avoir des capacités différentes de celui qui aura très peu de temps et qui va être toujours malade, mettons. Donc, on va élaborer pas seulement un corps physique, mais on va élaborer aussi les corps éthériques. Et ces corps, il est de nature très physique. Il va rester avec nous pendant l'incarnation, mais il va se défaire à la fin aussi. Donc, pour compléter cette partie, revenir, on va lire tout simplement cette partie ici. On sait aujourd'hui que ce corps est constitué d'un matériau auquel Richer, Euh, En fait, bon, vas-y, Giovanna. je recommence, on sait aujourd'hui que ce corps est constitué d'un matériau auquel Richer a donné le nom d'ectoplasme. Il s'agit en effet d'une substance semblable à un plasma, fluide subtil qui a la propriété de se condenser dès qu'il est exudé du corps du donneur. Bon, cette partie, j'ai demandé à Giovanna de lire parce qu'en fait, moi, je ne suis pas particulièrement d'accord avec ça. Je ne crois pas que les corps éthériques soient formés seulement de cette matière. OK? Mais c'est certain qu'une bonne partie de ces corps est liée à la production de l'ectoplasme. Donc, on ne sait pas exactement quelle est la nature, les structures de ces corps. On n'a pas les moyens de savoir ça pour l'instant. Ce qu'on sait, c'est ce qu'Emmanuel nous dit dans le texte aussi. euh, cette structure va emmagasiner l'énergie vitale. Il va être, mettons, à un moment donné, on est fatigué. C'est de cette structure qui va venir plus d'énergie. Je dirais que comme un dynamo, comme une batterie. Il peut produire, il peut emmagasiner.
Il peut distribuer là où nous avons besoin. Si nous passons par une chirurgie, il y a une partie, un système corporel qui est particulièrement affecté. Bon, ce corps va envoyer plus d'énergie à ce système. C'est comme un système, une usine là, qui fonctionne de manière automatique pour faire la gestion. Quand on est malade, on va puiser dans cette énergie ce que nous avons besoin. Et comment on fait pour remettre à niveau, mettons? Et c'est là qui est intéressant, ce qui vient, ce que Kardec nous a dit la semaine passée dans les textes du livre des esprits. Le fonctionnement de la machine génère de la chaleur. La chaleur va rétro-nourrir les corps spirituels en question. Donc, on peut, par la nourriture, la respiration, la transfusion d'énergie par les passes, la prière, la méditation, la musique, on peut s'y nourrir, y remplir, remettre à niveau cette énergie. Et évidemment, des bonnes habitudes de vie, hein, ne pas avoir des vices, euh, des, des, euh, une hygiène de vie qui va abîmer notre système physique. Tout ça va nous aider à garder à niveau cette énergie, même à prolonger la vie physique. Donc, une personne peut vivre beaucoup plus, au moins, dépendamment de comment nous faisons la gestion de cette énergie. Mais ce corps, il est un grand agglomérateur, distributeur, et je dirais, il fait la gestion de l'énergie vitale pour l'être humain. Donc, il y a plusieurs caractéristiques hein, qui viennent de cette étude et même de l'étude de ces corps. On peut parler par la suite de ces caractéristiques, mais je peux vous avancer déjà qu'il est très physique. Il est très lié au physique, à un point tel qu'il ne peut pas s'éloigner du corps physique. Hein, le périsprit peut se déplacer, on peut aller visiter n'importe qui, n'importe où sur la planète avec notre corps spirituel, mais les corps éthériques, les corps vitaux restent. Parce que sinon, Parce que c'est lui qui nous donne la vie, sinon on décède, c'est ça? exactement. OK? Donc, sinon, on est mort. Donc, ces corps, il reste, son épuisement peut amener à la mort, ou la mort peut arriver pendant qu'il y a encore de l'énergie dans ces corps. Et là, bon, les bienfaiteurs vont travailler pour distribuer cette énergie. Il a éloigné, la distribuer, la retourner à la nature. Et c'est là aussi qu'on verra les phénomènes du vampirisme. Parce que c'est exactement cette énergie qui nous donne la sensation d'être physiquement vivant. C'est pour ça que ces esprits qui sont très inférieurs vont venir chercher cette énergie dans les abattoirs, dans les corps des personnes récemment désincarnées qui n'ont pas de protection spirituelle, les, les gens qui décèdent de manière Abrupto. abrupte, les gens qui décèdent par suicide ou qui sont victimes d'assassinats, des accidents, etc., etc. Et c'est là aussi que nous, dans le spiritisme, on va s'opposer à l'euthanasie, l'aide médicale à mourir, comme on l'appelle présentement, parce qu'on peut l'offrir à une personne qui est déjà à la fin de cette énergie, et ça ne fera pas une grande différence, mais on peut la donner à quelqu'un qui a encore plein d'énergie. Donc, le corps physique va être arrêté, mais il va être encore connecté à une source, à une usine d'énergie qui était là
disponibles encore pour les maintenir en vie. C'est cas par cas qu'on doit analyser ça. Faisons très attention. La règle générale peut être énoncée comme ça, mais c'est cas par cas. Donc, je m'arrête là pour voir si vous avez des commentaires, des questions. Aujourd'hui, on a plusieurs personnes qui n'ont pas pu venir à notre étude, mais cela ne nous enlève pas la singularité de cette étude et l'intérêt qu'il nous éveille, parce que cette étude s'est liée directement à tous les phénomènes de la vie physique, de la vitalité, de la longévité, des maladies, de la guérison. Mettons, pourquoi une personne peut appliquer les passes? D'où vient l'énergie qu'il est en train d'appliquer? D'un ensemble de son corps physique et spirituel, mais beaucoup de cette source, qui est le corps éthérique. Donc, quand nous appliquons euh, euh, L'énergie. cette énergie, nous sommes en train d'appliquer euh, un ensemble qui vient de notre corps physique, de notre corps éthérique, évidemment de notre corps spirituel euh, en tant que tel, mais aussi dans la transmission d'énergie, nous emmagasinons aussi l'énergie qui vient des bienfaiteurs. Donc, c'est pour ça que nous avons une perte qui en fait est un gain d'énergie. Parce que tant qu'on donne, cela est remis à niveau et peut-être même plus. Donc, la personne qui travaille comme médium guérisseur, ou s'il est connecté aux esprits bienveillants, il va être toujours bien nourri pour aider les autres. Bon, si il y a des commentaires, des questions, des questionnements, on arrête. Sinon, on revient tantôt pour la continuité de ces des caractéristiques du corps et spirituel. Dominique. Oui, bonjour à tous les amis. César, moi j'ai une question. C'est un peu plus clair ce que tu as diffusé, ce que tu nous as transmis. Mais maintenant me vient plusieurs questions en tête. Tu as parlé de la formation de ce Père-Esprit dans le ventre de la mère. Il puise cette énergie vitale dans la réserve de la mère. Est-ce que c'est ce qui expliquerait l'héritage de certains gènes de la mère ou du père que l'on a après, durant la vie terrestre? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, concernant les chakras, où se trouvent les chakras alors dans la disposition père-esprit, double éthérique, corps physique? Et est-ce que ces chakras sont nominatifs pour une vie terrestre ou sont-ils évolutifs dans les prochaines réincarnations? Excellente question, Dominique. Mais pour la première, on va réphraser. On voit dans la conception, au moment que le périsprit s'attache à l'embryon, il va développer dans les ventres de la mère les corps physiques et avec lui les corps éthériques. Donc, le périsprit, il va former ces deux corps en même temps parce qu'il est dans sa matrice, dans ses informations, dans les logiciels périspirituels. La, Au cours de notre évolution, nous avons développé pas seulement la capacité de former ces corps physiques en prenant l'énergie vitale de la mère, c'est elle qui va fournir. Bon, quand on dit que c'est la mère, c'est euh, cette énergie vitale vient de partout, hein. Rien n'empêche que le périsprit de réincarnant va emmagasiner cette énergie en PAR aussi, s'il est capable. Mettons, le soleil est une source d'énergie vitale que la philosophie de l'Inde appelait les prana. Les Chinois vont l'appeler les Tao.
Donc, on connaît cette énergie primordiale qui va former la vie. Elle vient des aliments, du soleil, de la respiration, donc Della de natura. la nature en général, des plantes. Et les corps de la mer est la première source de cette énergie pour les réincarnants. Mais on va former pas simplement les corps physiques, mais il va former aussi les corps éthériques, qui va servir au périsprit après pour faire les transferts et la gestion de l'énergie qu'il va être capable d'emmagasiner dans ses corps et après il va être capable d'emmagasiner tout au long de sa vie de ces sources-là dont on a parlé. Donc la transmission génétique va s'y faire par la génétique normalement. On va recevoir l'héritage des chromosomes des pères et de la maman. La question est, pourquoi dans cet héritage, mettons, on prend deux enfants, pourquoi il y en a un qui peut développer une maladie quelconque, un syndrome, et il y a un autre qui reçoit le même héritage et qui n'a pas cette maladie? Parce que la maladie pour un des enfants était dans son périsprit. Donc, imaginons j'aime beaucoup cette image parce qu'imaginons la génétique comme un piano. Je ne sais pas si vous vous souvenez, avant, il y avait un système de musique qu'on avait des cartons qui étaient avec des trous qu'on rentrait dans la machine et où il y avait des trous, les pianos allaient jouer selon. Donc, en fait, on écrivait la musique avec des trous dans un carton. Imaginons le périsprit comme ces cartons-là, qui, il y a des parties qui sont marquées. Quand il est collé à la génétique, euh, Aprendi se c'est ton orgue de barbarie. bon, voilà, je ne connaissais pas l'expression en français. Quand le périsprit s'y connecte à la structure génétique, il va pitonner comme si était la musique, il va jouer une musique. S'il y a un chromosome dans le périsprit qui est abîmé, il va être abîmé dans les corps physiques. Et c'est là que pour cet enfant qui reçoit la même charge génétique, c'est encore là le périsprit qui va déterminer comment ou comme ce corps va être formé. Donc, c'est particulièrement parlant tout ça parce que on peut avoir des enfants qui vont venir de la même matrice génétique. Mais dans la continuité du texte, Dominique, qu'on va lire tantôt, si on a le temps aujourd'hui, Emmanuel va exactement dire qu'on n'a pas l'héritage psychologique. On peut avoir l'héritage physique. On peut recevoir certaines choses de notre papa et de notre maman. Et en fait, c'est là, j'ai mes hypothèses et je trouve qu'elles sont très logiques. Plus l'esprit est autoconscient, moins la génétique va influencer. C'est lui qui détermine qu'est-ce qui va se passer. Plus il est incapable de faire cette gestion, plus il peut recevoir l'influence génétique. Mettons, on sait aujourd'hui que l'alcoolisme, c'est quelque chose qui se transmet génétiquement. La science va dire, mais si tu as des parents qui sont des alcooliques, il y a une probabilité d'avoir l'alcoolisme. Mais le spiritisme va nous dire, oui, ça c'est vrai, mais par deux raisons. Ça suppose que l'esprit va se soumettre à cette épreuve pour tester ses forces. Donc, il va se soumettre à un environnement dans lequel il va subir cette pression. Ça suppose que lui-même soit déjà un alcoolique et qui va pitonner sur la génétique, sur les pianos de la génétique de son papa et sa maman, exactement les chromosomes qui sont pareils à d'une personne qui a les problèmes de l'alcoolisme.
Donc, c'est un mécanisme complexe. Mettons, on peut être un esprit. Des fois, je me demande ça, Dominique. Euh, la, la charge que nous recevons, même psychique, parce que nous sommes très fragiles quand nous sommes tout petits. Donc, à un moment donné, j'ai remarqué que j'étais très... j'ai réglé les problèmes d'une manière colérique quand j'étais plus jeune. Mais j'ai remarqué à un moment donné que ma mère faisait tout ça. Elle faisait ça tout le temps. Donc là, c'est pas génétique, c'est l'éducation. Mais est-ce qu'il y a d'autres aspects qui peuvent être génétiques? Mettons, les tendances pour certains types de nourriture, les tendances pour certains types des habitudes. Est-ce qu'on peut les recevoir? Oui, peut-être, parce que nous sommes encore incapables de faire la gestion de tous ces aspects de notre développement. Et donc, ça, c'est pour la deuxième question. Il faut que tu me reposes. Ça m'échappe. Oui, j'ai parlé des chakras. Ah oui, oui, oui. Merci, Dominique. Quand on parle des chakras, il y est permanent dans les corps spirituels, mais il n'est pas permanent dans les corps physiques, dans les doubles éthériques. Ils vont se défaire parce qu'ils sont élaborés pour cette vie. Dans les corps physiques, on va les appeler les plexes nerveux. Ce sont des croisements, mettons, les cœurs est un plexe nerveux. C'est un croisement des milliers des, des- des structures nerveuses euh, comme petite usine là qui s'y forment. Mais ils vont se former dans les corps physiques, dans ces endroits, exactement parce que c'est là que le périsprit a ses chakras. Donc, on a modélé les corps physiques de manière à être un reflet de notre corps spirituel. Et les corps éthériques, il y a ces chakras aussi. Mais ils vont fonctionner comme des allées-venir de cette énergie, distribution, organisation de cette énergie. Mais le corps éthérique est un corps de nature essentiellement physique. Il est lié à la manutention de l'énergie vitale, emmagasiner, distribuer, gérer l'énergie vitale. Et dans ces cas, euh, il est sa durée, c'est la durée de vie de la personne. Pardon. Donc, il va se décomposer avec la mort physique ou il va s'épuiser avant et se décomposer avec la mort physique. Donc, les chakras restent dans les corps spirituels, dans les périsprits, comme on a appelé, euh, mais les doubles éthériques et les corps physiques, qui est un double aussi du périsprit, on pourrait dire de notre corps mental, autant les doubles éthériques que les corps physiques vont se décomposer à la fin de la vie. Ce sont des corps de nature physique qui ont les structures semblables à celles du périsprit. Ça veut dire qu'ils ont des chakras aussi. Parce que les chakras sont des petites usines d'énergie qui vont fonctionner tout au long de la vie. Mais il y a les chakras qui sont ceux de la matrice qui vont rester. Et il y a ceux qui ont été élaborés pour l'utilisation pendant la vie physique. Ce sont ceux qu'on trouve dans les corps éthériques et dans les corps physiques. Ceux-là vont s'épuiser à la fin de la vie. Donc, bon, j'espère que cela soit plus clair. Si vous voulez, on peut faire les tours dans les
une autre partie, plutôt des explications avant d'y se plonger dans les textes d'Emmanuel. Mettons, on a parlé ici de la formation. Et Giovanna pourrait lire quelques caractéristiques de ces corps-là pour qu'ils soient plus clairs pour nous. Les doubles éthériques, également mentionnés comme les corps éthériques, ressemblent plus à un doublement du corps physique qu'à celui du périsprit, Ça veut dire qu'elle est très proche du du corps corps physique. physique. Avec la désincarnation, cette structure se désintègre en même temps que l'organisation physique elle-même, le périsprit perdant ainsi en grande partie cette tunique de vitalité essentielle à l'équilibre esprit-corps. Voilà. Étant donné son organisation, les doubles éthériques, par ses origines, sa nature et ses fonctions, appartiennent comme les corps physiques charnels à notre monde physique ou terrestre. Son entrée dans le monde astral lui étant interdite en raison de sa nature et de sa densité. Ces conditions sont d'une grande importance dans certains cas de désincarnation de suicidés, d'athées, de sybarites, etc. La mort et la dissolution du double éthérique suivent de près, dans un intervalle de quelques heures à quelques jours, la mort du corps physique. On comprend le motif qui a déterminé les expérimentateurs et clairvoyants depuis ères les plus reculées à désigner les corps vitaux comme sous le nom de double éthérique, puisque le corps vital a dans sa structure un réseau éthérique où circule la vitalité parallèle à la circulation sanguine, enveloppant et pénétrant tous les tissus, cellules, organes, appareils et systèmes du corps physique, constituant ainsi un double de son sosie, le corps physique ou charnel. Dans des situations normales, le corps éthérique ne se sépare pas du corps somatique de la créature vivante, contrairement au corps astral et mental. Il est physique, il est lié à la chair. Lorsqu'il en est séparé par une énergie venant de l'extérieur du corps, cela ne se produit que pour des courts instants ou à une distance très réduite. Malgré cette difficulté, le colonel de Rocha, chercheur français de la fin du siècle dernier, a réussi à le séparer pour la première fois du corps physique d'un médium au moyen d'épuisants passes magnétiques. C'est grâce à cette expérience historique que le corps éthérique a pu être identifié. Donc, on voit plusieurs choses qui sont dites. Là, j'ai mis quelques textes qu'on peut les trouver dans la littérature. Il y a des choses avec lesquelles on peut être plus ou moins d'accord. Au moment qu'il cite la désincarnation des athées, mettons, je trouve un peu exagéré. Un athée peut être quelqu'un de bien qui va désincarner très bien, qui a fait le bien pendant sa vie. Et le fait qu'il soit athée ne va pas l'amener à vivre une désincarnation difficile. Mais le fait qu'il soit athée, il croit à rien, ben, cela peut lui créer des difficultés parce que, bon, s'il décide de raccourcir là et de faire de l'euthanasie, mettons, parce que ses croyances disent qu'il n'y en a rien, mais c'est là qu'on peut avoir des difficultés lors de la désincarnation. Mais, parenthèse fermée, quelles sont les caractéristiques qu'on voit? Les doubles éthériques, c'est un double plutôt du corps physique. C'est une petite usine attachée au corps physique. Petite, entre guillemets, parce que c'est comme tout un réseau énergétique, c'est comme les corps physiques, hein. Ça donne une idée de la complexité de ces corps éthériques du périsprit si on regarde notre corps physique. Hein, mettons, au début là, de notre rencontre, M. Dumoulin nous parlait des milliers des- Nerf. des nerfs, des systèmes sanguins qu'on a dans les pieds. Il y en a partout, dans toutes les extrémités. Hein, les sangs arrivent même là, la plus éloignée des extrémités va nourrir toutes les cellules, toutes les structures.
Donc, ces réseaux, dans ces réseaux sanguins, il n'y en a pas seulement les sangs, il y a aussi cette énergie vitale qui nourrit, qui va baigner tous les corps physiques. Donc, elle peut être plus ou moins intense, dépendamment de notre structure, dépendamment de comment nous avons bâti cette usine au moment de la formation de corps physique. Très souvent, il ne peut pas s'y éloigner. Hein, et Desrochas, à part c'est une recherche qui, bon, Desrochas était quelqu'un de très sérieux, mais c'est certain qu'il y a détaché, entre guillemets, il a réussi à détacher par des passes magnétiques avec l'aide d'un médium clairvoyant, probablement, pour dire qu'est-ce qui s'est passé. Ou même de la personne en état somnambulique. J'ai pas plus d'informations, mais ça doit être l'une des deux choses. Mais on ne peut pas les détacher à des dizaines de mètres là. Même dans les livres d'André Louise, on voit à un moment donné, comme on a dit la semaine passée, à un moment qui a un médium somnambulique commence à s'éloigner de son corps, il ne fait pas très attention, il commence à éloigner les corps éthériques. Et les bienfaiteurs disent à André Louise, non, non, attends, on va corriger ça parce qu'il faut que ces corps-là restent. Hein, il ne peut pas s'éloigner parce que sinon il y aura la mort physique, parce qu'on n'a pas la source vitale. Donc c'est très intéressant parce que la vie physique, en fait, oui, elle est une structure, mais cette structure dépend d'une autre structure. Dans les caractéristiques aussi, on verra qu'il y a, il va parler euh, de la question, hein, il dit euh, les corps vitaux sous le nom de double éthérique, parce que le corps vital a dans son structure un réseau éthérique où circule la vitalité, parallèle à la circulation sanguine, enveloppant et pénétrant tous les tissus, cellules, organes, appareils et systèmes du corps physique. Donc, c'est, c'est comme un système en parallèle qui, en fait, c'est la source de la vie. C'est pour ça que la science n'arrive pas au moins pour l'instant, hein, ça ne veut pas dire elle ne va pas le trouver. Mais pour l'instant, on ne sait pas. On sait que la vie est là. On sait qu'elle se manifeste, mais on n'est pas capable vraiment d'avoir une idée d'où elle vient, Son hein, origine. son origine, qu'est-ce qui se passe. Et là, bon, on a quand même une explication assez qui nous guide quand même pour les recherches d'avenir. Fabio? C'est ça. Quand une personne est décédée, il y a la crémation. Je pense que ça s'appelle comme ça en français. Non? On sait que des fois, la personne sent les corps brûlés. Si c'est fait vraiment très récent, très proche de la mort. Est-ce qu'il y a un lien là-dedans avec les doubles éthériques ou c'est juste l'esprit vraiment? Excellente question, Fabio. Il y en a. Euh, Tant que ces liens-là, tant que le corps éthérique n'est pas encore Épuisé. dissu, épuisé, on dit dissu parce qu'il va être, l'énergie qui les compose va être distribuée des retours à la nature. Euh, Plus la mort est récente, plus est probable que le corps éthérique soit là. Et s'il est là, les répercussions, les impacts de ce qui se passe sur les corps physiques peuvent être encore ressentis par l'esprit. Donc, c'est pour ça que dans la littérature spirite au Brésil, ils vont nous donner au moins 72 heures pour qu'on ait le temps de faire disparaître ces corps et diminuer les impacts Éloigner le périsprit d'éloigner le périsprit, l'esprit, le périsprit du corps. du corps éthérique et physique. Ici, on a le temps de détruire les corps éthériques, ça veut dire qu'on va briser les liens entre les corps périspirituels ou l'esprit en tant que tel
et les corps physiques. Ça veut dire on sera capable de couper la transmission des informations. Donc, il y a tout un lien là. Ta question est Très important. très importante. Merci César. Mais, alors, si par exemple, si je compris bien, il y a des morgues qui, par exemple, pour épuisement vraiment de double éthérique, ça, ce serait une mort naturelle, j'imagine, je ne sais pas si c'est comme ça. Oui. Alors, théoriquement, si quelqu'un est mort naturellement, à cause d'épuisement, il irait sentir ou ne pas sentir rien dans la crémation, probablement. Hautement probable. Hautement probable qu'il n'aura pas, parce que si le corps éthérique est déjà presque épuisé naturellement, ça veut dire qu'à la fin de la vie, au moment que le corps physique s'éteint, ça veut dire que le corps éthérique c'est déjà presque épuisé. Donc, le lien est déjà très, très bien séparé. Les connexions sont déjà naturellement brisées. Donc, Ah, merci César. Et une autre question, c'est un peu différent, non? Mais quand il y a le vampirisme, comme tu as dit, j'ai trouvé très intéressant, ça veut dire que les esprits, voilà, ils pendent l'énergie dans les doubles éthériques. Alors, c'est pour ça que alors, un esprit vraiment malveillant, je sais que ça va être pas du jour au lendemain, mais l'effet qu'il était tout le temps côté en train on va dire, manger l'énergie dans les doubles stériles. Il peut tuer une personne alors, Pétuel. ou non. Ou il peut arriver à enlever tout à point de tuer une personne. mais très, très, très intéressante la question, hein, Fabio, parce que oui, dans quel sens? Qu'est-ce qui se passe dans les processus d'obsession très intenses? Il y a une espèce de vampirisme, parce qu'il y a une connexion du périsprit de l'obsesseur sur le périsprit et par conséquent sur les doubles éthériques de la personne. Pourquoi une personne obsédée de très longue date commence à présenter des maladies? Parce que la première chose qui va arriver, c'est la contamination de l'énergie vitale de cette personne. Donc, ce qu'André Louise décrit dans ses livres, c'est exactement ça. On vient d'étudier le livre Libération qui parle exactement de ça. Il dit une madame qui D'une était madame qui est malade. malade, qui allait mourir si les bienfaiteurs ne viennent pas en aide. Exactement, parce que son système énergétique était complètement pris, contaminé par ces esprits. Euh, Mettons au point que dans la description d'André Louise, à un moment donné, comme ils allaient s'y absenter quelque temps pour faire un autre travail, ils l'ont appliqué une quantité d'énergie qui allait durer quelques heures en agissant sur son corps physique, il l'endommageant. Mais par où ces connexions sont faites? Par les corps et spirituels, mais corps et spirituel de l'obsesseur sur les corps éthériques et spirituels de l'obsédé. Donc, cela va se transmettre au corps physique, la personne commence à devenir malade. Et étrangement, quand cette personne reçoit les passes, Dominique, on dit les passes ou la passe? Le passe. Les passes. Quand la personne reçoit les passes, et elle est nourrie et elle commence à faire l'effort d'auto-évangélisation, les cultes de l'évangile. Elle commence à s'y entourer des énergies positives et ces connexions commencent à s'affaiblir avec l'obsesseur et étrangement, la personne revient à la vitalité, à la santé et à son bien-être. Donc, est-ce qu'un processus de vampirisme peut tuer une personne? Oui, parce qu'il peut épuiser l'énergie vitale de cette personne ou la contaminer d'une telle manière que la personne va devenir malade à un point tel qu'elle n'est pas capable de réagir à cette situation.
Donc, c'est une excellente question, Fabio, parce que ça montre l'ampleur de la chose. Ça La montre complexité de la chose la aussi. complexité de la chose, les liens qui peuvent s'établir, comme il y a aussi cette question que Fabio a posée, nous rappelle aussi les personnes qui mangent l'énergie. Il y a des gens qui s'approchent de nous, qui ont se sentent épuisés après. Et donc, comme il y a d'autres qui Tu s'approchent m'avais parlé d'une façon, d'un moment donné, que quelqu'un t'avait donné la main, t'avais senti une clairement. sortie d'énergie Et, envers la et j'ai personne. découvert après, parce que j'étais chez ma mère, il y en a quelqu'un qui s'était présenté pour visiter ma mère. La personne m'a salué, mais j'ai senti immédiatement un transfert d'énergie vers la personne. Elle était dans un grand besoin parce qu'elle avait une maladie. Ma mère m'a dit après, parce que j'ai dit, j'ai senti qu'il y a quelque chose avec lui. Elle a dit, ah oui, il y a un cancer qui est en train de se guérir, mais il est malade, très malade. Mais je l'ai senti et tout de suite après, j'ai senti que je revenais à la normale parce que c'est donner à quelqu'un qui n'est pas venir vampiriser, il y avait besoin d'aide et des ressources. Donc, on prie, on s'y remet à niveau, mais ça, c'est arrivé de manière inattendue, hein. Donc, dans la vie courante, on peut vivre ces phénomènes aussi. Il peut se passer des choses bien étranges. Mais tant qu'on est connecté à la source, on peut se remettre à niveau et même en avoir plus. Dominique? Je n'ai pas mis le micro. César, peux-tu répondre lors d'une bilocation ou bien d'une sortie de corps, il n'y a que le père-esprit, l'esprit et le père-esprit qui sont en dehors du corps physique et du double éthérique. Le reste des corps reste dans le corps physique, n'est-ce pas? C'est là une très bonne question aussi, parce que je crois que le périsprit, notons que dans la définition que nous avons lue au départ, il disait, on a un corps intermédiaire entre les deux, qui se distribue entre les deux et qui se partagent entre les deux et qui agissent entre les deux. Donc, quand on a une bilocation, tout simplement, les corps éthériques peuvent rester avec les corps physiques. Mais si on a une bilocation avec une matérialisation, et c'est certain qu'il va rester avec les corps physiques, mais le périsprit va emmagasiner beaucoup de l'énergie qui est dans les corps éthériques et dans les corps physiques, pour qu'il puisse se manifester visuellement aux autres, et même physiquement aux autres. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Parce Oui, qu'il faut qu'il puise cela quelque part. Initialement, c'est en lui-même. Pourquoi les gens qui vont avoir euh, les apparitions là, des gens qui sont vivantes, mettons, Saint Alphonse de Ligor, ou Saint Padre Pio, Euripides Barçanufo, ils étaient capables de s'y déplacer et pas seulement se déplacer, d'agir physiquement, d'interagir physiquement. Donc, il fallait puiser l'énergie quelque part. Ils étaient capables de faire un trans parce que la connexion est toujours là. Ils étaient capables de transférer l'énergie du double éthérique et du corps physique vers le périsprit et utiliser, là on a l'ectoplasme. Là, on a l'ectoplasme, hein. Et l'ectoplasme est une énergie d'origine physique et double éthérique. Donc, ils vont porter avec le périsprit cette énergie, ils vont la transférer de manière à s'y matérialiser et agir et s'y présenter aux autres. Donc, ils n'ont pas éloigné les doubles éthériques, mais ils ont été capables de transférer l'énergie du double éthérique. C'est pour ça que les gens qui vivent ces phénomènes vont figer, vont être semblables, ils deviennent livides,
comme s'ils étaient morts. Parce que beaucoup des sources de la vie ont été éloignées, ont été transférées quelque part. Donc, le corps physique va avoir un minimum pour être vivant. Mais qu'est-ce qui s'y passe avec Euripides Barçanouf ou les saints en question? Ils restaient figés. Hein, ils rentraient en dormance profonde. Et ils étaient comme s'ils n'avaient pas de vie, comme ils étaient morts. Parce que les transferts de cette énergie, mettons, qu'est-ce qui demandait, ces transferts demandaient beaucoup, parce qu'Euripides Barçanouf, il faisait des accouchements à distance. Il se présentait chez des malades à distance. Et il se présentait visuellement. Agissait là sur la personne. Il donnait des médicaments, il appliquait des massages à distance. Donc, il était là physiquement, mais ça veut dire qu'il puisait cette énergie dans son corps éthérique, dans son corps physique, dans les bienfaiteurs qui l'aidaient et qui probablement l'apportaient beaucoup de l'énergie vitale de la nature, des plantes, du soleil dans l'environnement. Donc, c'est comme un mélange là. Le corps éthérique n'est pas parti avec, parce que sinon on aurait la mort physique. Mais c'est certain que pour des esprits de cette sagesse et capacité, et sont capables de transférer cette énergie, de l'utiliser pour s'y matérialiser même devant les autres. Fabio? César, c'est deux questions un peu proches les deux. La première chose, quand on dort, on sait que les périsprit peut sortir et aller visiter les choses. La première chose, la première question, c'est que est-ce que les périsprit ils ont besoin aussi de cette énergie do, d'une énergie qui vient Corps éthérique? ou non? Il a besoin pour continuer là. Est-ce qu'il a besoin de quelque chose ou il peut, j'imagine qu'il peut vivre sans ça parce qu'il n'est pas toujours qu'on a un corps avec nous. Mais est-ce qu'il a besoin, par exemple, pour sortir du corps et continuer juste le périsprit, il a besoin d'une énergie qui vient de là ou il peut se nourrir d'autres façons, on va dire comme ça? Je crois, Fabio, qu'il n'a pas besoin, mais que cette énergie est aussi dans le périsprit. Comme tu Une as partie expliqué, d'elle va avec le périsprit. Et dépendamment des interactions qu'il va faire pendant le sommeil, ça peut être plus ou moins présente. et là vient la deuxième question. On écoute que quand le corps sort, il y a comme une chaîne qui Mhm. apparaît. Voilà, mais dans cette chaîne, est-ce qu'elle a quelque chose à voir là-dedans aussi, la chaîne? Oui, excellente question, Fabio, parce que Desrochas, il va dire qu'il voyait deux fils. Il y en avait un entre les corps physiques et les doubles éthériques, et les doubles éthériques et le périsprit. Donc, concrètement, il y a ces liens-là qui vont connecter les trois. Donc, en fait, il y avait deux cordons, ou deux fils énergétiques. Donc, oui, il y a un lien avec ça. Et quand on parle des interactions que le périsprit va faire hein, pendant sa sortie, pendant le sommeil, mettons, si il va vivre une expérience sexuelle avec quelqu'un, c'est certain qu'il emmagasine beaucoup de cette énergie vitale parce qu'il veut vivre quelque chose de très physique. Donc, s'il va euh, partir dans un bar, euh, mais il n'a pas autant besoin de cette énergie s'il va vers une maison dans les plans spirituels pour s'y faire former, Pour euh, étudier, pour pour suivre un cours. étudier. Mais peut-être les esprits vont dire, non, tu en as un petit peu besoin pour après garder dans la mémoire physique. Donc, tu vois, c'est complexe ça. Mais tout ça, ça va s'y faire par soi-même. C'est un mécanisme qui fonctionne déjà dans l'automatique. C'est la loi de la nature. C'est la loi de la nature. C'est une structure que nous avons bâtie et qui fonctionne selon ce qu'on va faire.
Donc, en même temps, c'est très beau. Dominique? Oui, César, c'est très intéressant, tout ce qui touche au périsprit et à l'ectoplasme. Je reviens concernant les sorties de corps ou la bilocation. Pendant le temps que l'esprit intervient ailleurs, et y a-t-il un danger de mort si on touche le corps physique qui reste sur la Terre? Est-ce qu'il y a un danger de mort puisqu'il est encore rempli de cet fluide vital? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, comment expliquer le phénomène de léthargie de Lazare où le fluide vital était en état de décomposition déjà par le corps physique? Merveilleux, c'est très bonne question parce que c'est là que la connaissance de ces informations vont nous donner, euh, Nous aider à comprendre. nous aider à comprendre. Donc là, aide-moi à nouveau pour ta première question, désolé. Concernant la bilocation ou bien la sortie de corps, Ah oui, 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 parce que immédiatement, j'ai parti à penser à Lazare. J'ai j'ai oublié la première, désolé. Quand on a la sortie du corps, oui, il y a un danger. Et c'est là qu'on doit faire très attention. Comme dans les sessions de matérialisation aussi, comme cette énergie est très puisée dans les corps éthériques, dans les corps physiques, s'il arrive des événements inattendus ou des invasions spirituelles inférieures, on peut avoir des conséquences. Un médium peut tomber très malade, il risque même le décès. Dans ces sorties de bilocation, mettons, en général, la personne va se cacher quelque part, va se renfermer dans une chambre ou va être entourée par des gens qui sont au courant du phénomène. Donc, les gens qui connaissaient, mettons, Euripides Barçanouf, euh, étaient habitués déjà. Ils disaient, il faut que j'aille voir quelqu'un. Donc, il savait qu'il devait rester en prière et garder son corps en sécurité. C'est certain qu'un esprit comme Euripides Barçanouf et d'autres, il était capable d'y percevoir qu'il y avait un danger parce qu'il y a toujours la connexion qui s'y fait entre le corps physique et le périsprit et revenir. Mais un événement inattendu qui puisse blesser le corps ou euh, briser ces liens soudainement, oui, ça, il y a un risque de mort physique. Donc, euh, c'est pour ça que ce genre de séances qui impliquent la bilocation, La la matérialisation. matérialisation, le somnambulisme, ça peut être la bilocation, pas nécessairement ça peut être les desprendimento, le déplacement de l'esprit, mais qui ne va pas se matérialiser ou se montrer visuellement, mais il va décrire ce qu'il voit parfaitement. Donc, il est éloigné du corps physique. Euh, dans tous ces phénomènes, il faut faire très attention parce qu'on est en train de dealer, de toucher aux sources de la vie. Donc, il faut faire attention à que ce soit très sécuritaire. Concernant la question de Lazare, on a, on peut avoir des, des phénomènes qui sont très différents. Faisons la comparaison entre la fille de Jaïr et Lazare. On a deux extrémités là. La fille de Jaïr, elle avait 12 ans. Elle était en pleine vitalité. Pour une question quelconque qui, moi, je crois, qui était médiumnique, devrait avoir probablement une facilité médiumnique très grande, comme celle d'Yvonne Pereira. Je ne sais pas si vous vous rappelez qu'Yvonne Pereira commence sa vie en vivant un phénomène de catalepsie, de léthargie.
Elle est bébé encore et elle est morte. Elle était déjà dans Cercueil. les cercueils. Et une madame qui va, sa maman qui va était en prière dans sa chambre, quelqu'un vient l'embellir là, La peignée. la peigner. Et il y avait une petite couronne, il y avait une épine. Et elle a forcé cette épine, il est rentré dans la tête et elle a commencé à pleurer. Donc là, les gens ont compris qu'elle était vivante encore. Donc elle a dit, j'ai commencé ma vie avec un phénomène de catalepsie, de léthargie, mais la fille, donc ça veut dire quoi ça? Elle avait plein de vitalité, mais elle était médium. Ça veut dire qu'elle avait la capacité de s'éloigner du corps physique. Et en n'ayant pas le contrôle en étant un bébé, elle a risqué la mort, de se faire enterrer vivante. La fille de Jaïr, c'est probablement la même chose. Elle avait une capacité médiumnique très, très, très évidente. Elle s'était éloignée, le corps est rentré dans un état de mort, mais elle n'était pas capable de contrôler les phénomènes. Quand Jésus arrive, qu'est-ce qu'il fait? Reviens, mon enfant, il applique l'énergie qui est nécessaire et il va rattacher les deux et elle revient en vie. Le phénomène de Lazare, cependant, c'est différent. C'est exactement ce qu'il t'a dit, Dominique. Il était déjà malade, ça faisait des années que Lazare était malade. Et on voit la description de cette maladie dans les textes de Valtorta, mettons. Et on savait qu'il était malade. Et à un moment donné, la maladie a épuisé ses fluides vitaux. Et il rentre en état de mort. Mais il n'était pas mort encore. C'est tout simplement un auto qui manquait de combustible, mais qui fonctionnait encore. Mais qu'il y avait très peu de jus, de combustible pour fonctionner. Donc il y rentre en léthargie, au point que la décomposition du corps physique commençait. Alors, au moment que Jésus arrive, qu'est-ce qu'il fait? Ben, Jésus est une usine solaire. Il dit, non, tu vas pas mourir, tu es encore vivant, tu es attaché au corps. Ton corps éthérique est là, je l'ai rempli d'énergie et je te redonne ce que tu n'as pas. Donc, Jésus va agir comme une source d'énergie qui va remettre à niveau l'essence pour que ces corps-là puissent revenir en vie. Donc, ce sont des cas différents. Hein. Ce sont des cas, les fils de la veuve de Naïn, qui c'est un garçon qui était mort, soudainement aussi, il était malade. La maladie a épuisé son fluide vital. Donc là, il y avait une maladie. Hein, et il est mort à cause de cette maladie. Mais une maladie, elle a pu épuiser les fluides vitaux parce qu'elle va consommer beaucoup de cette énergie. Au point que le corps physique peut rentrer en état de léthargie, des morts, parce qu'il manque d'énergie, des sources d'énergie. Mais Jésus arrive, l'applique en passe, il revient. Il impose la main. Imposer la main, c'est appliquer en passe. Donc, c'est merveilleux, c'est, comme Giovanna disait, ça nous permet la compréhension de ces événements qui, pour l'Église, vont passer par des miracles. Ça enlève rien de miracle parce que Jésus savait Quoi faire, quoi comment faire faire. exactement. Je trouve que comprendre le miracle, ça fait en sorte que le miracle devient plus beau. Malheureusement, mais nos frères catholiques et protestants ne sont pas en accord avec nous parce que si on comprend le miracle, il n'est plus un miracle. Donc, tu allais dire quelque chose? J'allais dire, c'est Jésus a dit, vous pouvez faire tout ce que j'ai fait et beaucoup plus. Ça veut dire que ce sont des choses qu'on va apprendre encore avec notre évolution spirituelle, notre développement, la connaissance. Donc, en connaissant les lois de la nature, Jésus, il connaissait les lois, et donc il faisait, il manipulait les énergies, la matière. Donc,
Quand il a dit, vous allez faire un jour, hein, vous allez faire tout ce que j'ai fait et beaucoup plus. Ça veut dire si nous allons nous développer de telle façon on sera capable de faire les manipulations de ces énergies, de la matière, parce que Exact. c'est de l'apprentissage, c'est du développement. Donc, c'est pour ça l'importance d'étudier, de comprendre. C'est pour ça c'est très complexe. On ne peut pas, comme Emmanuel dit dans son texte, c'est pas visuel. La science n'est pas encore arrivée à comprendre tout ça parce que c'est pas visuel. On peut pas manipuler tout ça, mais ça fait partie de notre structure humaine. Donc, c'est quand on dit que l'être humain est très complexe, c'est parce que nous avons plusieurs corps. Donc, notre corps humain, notre corps physique fonctionne parce que nous avons un corps d'énergie, nous avons un corps spirituel, nous avons un esprit. Mais tout fonctionne en harmonie. Et bien vivre, c'est d'apprendre à se ressourcer. Donc, c'est pour ça que quand on va dans la nature, on s'y sent ressourcé. Quand on prie, on s'y sent ressourcé. Quand on étudie, c'est comme si on reçoit de l'énergie. Pendant la prière, on reçoit de l'énergie de bienfaiteur du plus haut. Donc, ce sont des ressources que nous avons et dont nous avons besoin pour continuer à vivre dans ces mondes. Sinon, si on cherche pas à se ressourcer de cette façon, c'est pour ça que les gens qui sont en dépression, qui souffrent de l'obsession, sont toujours sans énergie, veulent juste rester endormis, couchés, parce qu'il n'a pas, il n'a pas de contact avec la source de cette énergie. Donc, en sachant tout ça, on fait plus attention, hein, on va les chercher, on commence à comprendre l'importance de la prière, l'importance d'étudier de l'Évangile au foyer, parce qu'on a besoin de ces ressources pour avoir de l'énergie pour continuer à vivre. Voilà. Très bien, les amis. Je pense que euh, On continue dans ce même sujet la semaine prochaine. et on va ajouter d'autres informations parce aujourd'hui, on a parlé de la formation, des caractéristiques. On va lire un peu plus du texte d'Emmanuel et on va ajouter, mettons, les fonctions qui remplissent ces corps. Qu'est-ce qu'il fait exactement? Donc, on a beaucoup de choses à explorer. Et, mais c'est ça. Je pense que ce qui est étonnant, je pense, c'est que nous avons une connaissance qui, concrètement, c'est quelque chose de très réel. Et on l'y voit là. C'est un modèle théorique, disons, qui explique très bien ce qu'on voit dans la vie. Comme Giovanna vient de dire, une personne qui est obsédée ou en dépression, hein, ça veut dire qu'on est dans un état qui consomme beaucoup de cette énergie. Donc, comment on peut s'y remettre à niveau? Prière, la nature, la méditation, l'étude, la musique. Tout simplement demander, parce que nous avons un système de captation naturel. Hein, et c'est tout simplement demander. Hein, quand on dit Seigneur, aide-moi, bienfaiteur, aide-moi, on est déjà en train d'y mettre en marche les mécanismes de captation de cette énergie d'amour qui est parmi tout, hein, dans tout dans l'univers. Et super, on va finir pour aujourd'hui. On s'invite à la prière pour qu'on puisse clôturer notre séance d'aujourd'hui. Chers amis, chers bienfaiteurs, nous vous remercions de ces moments d'étude, de réflexion, d'apprentissage. Nous vous demandons de bénir nos vies, notre santé physique,
Que nous puissions, Seigneur, Père guide, recevoir de vos mains la bénédiction de ces énergies de santé, d'équilibre, de vitalité. Nous vous prions également de bénir notre santé psychique. Nous vous prions de répandre cette lumière dans nos foyers, de l'amener chez nos amis, qu'ils puissent recevoir également ces énergies capables de nourrir, de guérir. Nous vous remercions, Seigneur, et nous prions également pour nos frères et sœurs dans les hôpitaux, pour les foyers qui traversent des moments difficiles, pour les pays en guerre. Votre amour, Seigneur, puisse se répandre comme un soleil et arriver à nous tous. Merci infiniment, Père guide, que votre lumière, votre amour puisse éclairer nos chemins, guider nos pas, protéger nos vies. Nous vous remercions infiniment de vos présences, de votre bienveillance à l'égard de nous tous. Merci Seigneur, que votre amour reste avec nous, aujourd'hui et pour toujours. Ainsi soit-il. Merci beaucoup tout le monde.